Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. ça part ici. Bonjour, bienvenue à ce 5e épisode de Sciensationnel, votre podcast de vulgarisation scientifique en collaboration avec la CFAC et le Rexus. Aujourd'hui, on reçoit Georges Léon, qui est un étudiant gradué au doctorat dans le laboratoire de M. Victor Steinle, ici à l'Université de Sherbrooke, puis qui est aussi dans le Rexus, qui m'a aidé à concrétiser cette histoire de podcast-là. Donc, bonjour Georges. Bonjour Méliane, merci de m'avoir invité. Ben pas de problème. Georges, il connaît très bien les cancers, puis ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Donc, il va pouvoir nous expliquer qu'est-ce que c'est ça, comment ça marche, d'où ça vient, pourquoi il y a ça. Toutes les questions que vous posez de base là, sur les cancers, on va pouvoir répondre à ça là, pour que ça soit un peu plus clair pour vous dans vos esprits. Donc, aujourd'hui, on va commencer par définir c'est quoi un cancer. Bon. La définition la plus simple de ce qu'est un cancer sont des cellules qui se divisent sans arrêt, sans contrôle. Quand on pense à n'importe quel tissu dans le corps, il y a toujours un contrôle, il y a une quantité définie de cellules qui sont dans le tissu. Mais les cellules, avec le temps, vont devenir vieilles, donc ils vont mourir et il faut être remplacées par de nouvelles cellules. Mais dans le cas de cancer, les cellules vont avoir des défauts dans les mécanismes de réplication cellulaire et vont commencer à se reproduire sans contrôle. Et c'est là qu'on a un cancer. C'est quand on a des cellules qui commencent à se reproduire sans aucun contrôle et on a une masse de cellules plus grande que le corps a besoin. Donc ça va créer une tumeur là, qu'on appelle. Ouais. Ça, c'est une tumeur solide. Ça, c'est plutôt le type de cancer que j'étudie. J'étudie les cancers du sein, donc c'est une tumeur solide. Mais il y a aussi des tumeurs du sang, sont des tumeurs liquides, disons, parce que sont des cellules en circulation. Mais à la base, c'est le même phénomène. Sont des cellules qui vont se reproduire dans la moelle osseuse ou qui sont dérivées de la moelle osseuse, qui se reproduisent sans contrôle. Ils ne vont pas former une tumeur comme telle parce qu'ils ne vont pas faire une boule, une masse de cellules. Ils vont rentrer en circulation. Mais ça reste le même phénomène. Ce sont des cellules qui se divisent sans contrôle. Mais si on a, mettons, plein de cellules qui se divisent sans contrôle dans le sang, par exemple, ça risque pas un jour de boucher les vaisseaux sanguins? Pas autant. Il y a toujours des mécanismes qui vont éliminer l'excès de cellules. OK. Mais oui, ça va générer des problèmes. Par exemple, si on pense, il y a un type très particulier de cancer du sang, que c'est le cancer des cellules rouges. Okay. Que c'est un cancer qui est vraiment étrange. Il n'arrive pas très souvent dans la population. Mais il va avoir autant de cellules rouges en circulation que le sang devient plus épais. Okay. Et donc, ça risque de faire plein de thromboses, okay. Des arrêts cardiaques. Il y a beaucoup de problèmes associés à ce type de phénomène. Mais sinon, ça a plus de problèmes systémiques reliés plus aux substances que les cellules vont sécréter et à mauvais fonctionnement de ces cellules cancéreuses, parce que les cellules cancéreuses sont aussi des cellules qui vont commencer à part ses fonctions normales. Mm-hmm. Donc, c'est plus ce type de phénomène, c'est la part de fonction que la quantité de cellules. Sinon, notre corps arrive à éliminer les cellules excédentes la plupart du temps. Mais dans le fond, par exemple, si on prend un type cellulaire X, puis là, on a une de ces cellules-là qui perd des fonctions puis qui se met à se reproduire de façon sans contrôle. Mm-hmm. Est-ce que cette partie-là des cellules ne pourra pas effectuer sa fonction pour laquelle elle a été comme définie, mais est-ce que ça va empêcher le reste de bien fonctionner, comme le reste des autres cellules? Puis est-ce que le système pourrait marcher quand même? Il y a une certaine compétition. Disons, par exemple, dans une tumeur solide, il va y avoir une compétition pour les ressources, pour l'énergie du corps.
parce que sont des cellules vivantes, quand même, donc ils ont besoin d'énergie. Donc, il va y avoir une compétition qui peut empêcher le bon fonctionnement du tissu au complet. OK. Par exemple, si on pense un tumeur dans le foie, par exemple, donc l'énergie, la quantité d'énergie que le foie a besoin pour fonctionner, il va être partagé entre les cellules qui fonctionnent normalement et les cellules tumorales. Fait qu'on va réduire beaucoup l'efficacité des bonnes cellules parce qu'ils n'auront pas assez d'énergie, parce qu'elle va être volée par les cellules cancéreuses. Il est en compétition, mais comme tel, les cellules qui sont saines vont continuer à fonctionner de façon normale. Et il y a ce phénomène qu'il faut penser, par exemple, plus les tumeurs grandissent, et il va y avoir une inflammation. Pourquoi? Donc, c'est autant, il y a plusieurs raisons. Autant parce que la taille du tumeur arrive à un point tel qu'il commence à pousser les tissus qui sont autour. Et donc, le système immunitaire va détecter qu'il y a quelque chose qui est pas correct. Parce que quand tu casses, c'est comme un type de cassure. Okay? Tu commences à mettre une pression sur un tissu et ça dommage les cellules. Et dans ce cas, le tumeur, il commence à faire une pression sur les cellules saines. Et donc, ça envoie des signaux. OK. Des signaux de blessures, c'est ça. Et donc, ça va activer l'inflammation, ça va activer le système immunitaire. OK. Donc, quand la tumeur est là, non seulement elle fait pas sa job de tissu, après ça, elle va pousser sur les autres cellules parce qu'elle prend du volume. Puis ça nous rend comme inflammés, là, fait que ça cause plein d'autres comme symptômes. Oui, c'est l'inflammation. L'inflammation est un grand facteur, est un facteur très important dans le développement du cancer. Parce que d'un côté, l'inflammation c'est un outil du système immunitaire pour éliminer le cancer. Il y a beaucoup de cellules immunitaires qui sont activées par l'inflammation, qui vont tenter d'éliminer les tumeurs. Mais aussi, il y a un facteur de réparation cellulaire qui est associé à l'inflammation. Entonces, quand tu te casses un bras, par exemple, au début, il y a une inflammation, il y a un gonflement, il y a une élimination des tissus qui sont endommagés. Mais après, il y a une réparation cellulaire. Et donc, ça fait partie de cette réparation cellulaire, ça fait aussi partie de l'inflammation. OK. Et donc, les cellules cancéreuses vont contourner l'inflammation pour qu'elles deviennent plutôt réparatrices. Et donc, vont profiter de ce côté réparatoire de l'inflammation. Pour grossir? Pour grossir, exactement. Ah. Donc, le contrôle de l'inflammation et l'étude de l'inflammation, c'est un des champs les plus étudiés de le cancer parce que c'est très complexe. Des fois, on veut toujours comme augmenter le côté agressif de l'inflammation pour qu'il attaque la tumeur. Mais il y a toujours le côté réparatrice de l'inflammation qui vient de la tumeur. Donc, c'est une balance très complexe entre le côté acute, la phase acute, on appelle, et la phase tardive, qui c'est réparatrice. OK, par comme le deuxième étape de l'inflammation. Et c'est très intéressant parce que les cellules cancéreuses, c'est ça, ils vont commencer à envoyer des signaux pour arrêter la phase acute le plus tôt possible. Pour pouvoir profiter le plus longtemps de la deuxième partie. Et oui. Mais qu'est-ce qui fait que la phase réparatrice, elle est réparatrice? C'est le processus normal du corps. Mais c'est comme il y a des signaux qui disent aux cellules de se diviser ou? Oui, entre autres, il y a des facteurs de croissance et des facteurs de structuration qui vont rentrer dans le tissu. Ils vont dire, OK, ces cellules sont plutôt endommagées, cette section du tissu, il faut les renouveler. Donc, vous allez mourir et on va reproduire de nouvelles cellules. S'il y a des vaisseaux sanguins qui ont été endommagés, on va reconstruire des vaisseaux sanguins. Ça, c'est aussi une autre caractéristique du cancer, c'est que les tumeurs vont induire la production de nouveaux vaisseaux sanguins pour amener plus de nutriments vers la tumeur. Parce que c'est sûr que si on rajoute un nouveau quartier là, dans le système, il faut qu'on l'abreuve lui aussi. Là. Mais là, c'est sûr qu'on ne voudrait pas. Là, mais s'il est capable de détourner nos systèmes cellulaires pour pouvoir créer lui-même ses propres vaisseaux sanguins autour de lui, ça va bien son affaire. Là, il va grossir encore plus. Absolument. C'est quoi les cellules dans notre corps qui sont capables de nous défendre contre nos propres cancers, dans le fond? Il y a beaucoup de cellules. C'est plutôt les cellules
du système immunitaire qui ont une fonction cytotoxique. Donc, dépendamment de l'état du tumeur et de l'état de l'inflammation générale, on peut parler de cellules, de natural killer cells, de cellules CD8, TCD8, de cellules T cytotoxiques. Mais cytotoxique, ce que ça veut dire, c'est que ça va tuer, ça va induire la mort d'une cellule? Ce sont des cellules qui envoient des signaux de mort à la cellule. Ou sont aussi des cellules qui vont sécréter des substances qui vont endommager les cellules. OK. Par exemple, il y a un type de substance qu'on appelle des cytokines. Sont comme les messagers du système immunitaire. Ils sont aussi présents dans l'inflammation parce que ça fait partie du système immunitaire. Et elles vont induire la production, entre autres, par exemple, il y a un cytokine qui s'appelle interleukin-1 bêta. Et elle va induire la production d'oxyde nitreux. OK, c'est quoi ça? L'oxyde nitreux, c'est un composant, c'est le NO, oxyde avec... NO, OK. Oxyde nitrique? Nitro? Nitreux, nitrous oxide en anglais. Ah, OK. Ça doit être oxyde nitrique, je suis pas sûre, mais... OK, fait que du N, d'oxygène puis de l'azote ensemble. Ouais. OK. Donc, c'est une substance qui est assez corrosive, donc elle va commencer à endommager les molécules organiques à l'intérieur de la cellule ciblée. OK. Et à un certain moment, il y a autant de dommages dans les protéines, dans l'ADN, que la cellule finit par mourir. OK, elle va faire « je suis pas capable de réparer ça de toute façon, fait qu'on va juste comme abandonner le bateau. » là. Oui. OK. Parce que la cellule est capable de se réparer quand il y a un petit peu de dommages. Oui, c'est ça, quand il y a un peu de dommages, mais à un moment donné, il y a autant d'oxyde nitrique il est comme give up, là. Il abandonne la bataille. OK. Donc, ça, c'est les tumeurs. Puis là, tantôt, tu as dit qu'il y avait différents stades de tumeurs. Est-ce que de tumeurs solides, là? Est-ce que tu as dit ça ou je me trompe? Non. Il y a comme deux types à la base. Il y a les tumeurs solides et les tumeurs dans le sang, comme les tumeurs liquides, plutôt. Ça, c'est comme deux Mais est-ce types qu'il y a comme des stades de tumeurs ou je sais pas? Oui, mais ça, c'est plus une définition clinique. Quand on parle quand les gens sont malades d'un type de cancer, ils vont dire qu'ils étaient en stade 3 ou 4 de cancer. Ça, c'est plutôt une définition clinique qui fonctionne sur la base de, au moment qu'on fait l'examen, où les cellules cancéreuses vont être retrouvées, à quelle distance elles vont être retrouvées à partir du tumeur original. OK. Parce que je suppose que plus qu'on trouve des cellules loin, plus que ça fait longtemps que la tumeur est là, puis il y a des parties qui se sont détachées pour aller ailleurs. C'est ça. OK. Donc, par exemple, si on prend le cancer du sein, quand on détecte le tumeur dans un stade tôt, il est seulement vraiment, c'est une petite tumeur qui est seulement dans le sein, on peut parler d'un stade 1, OK? On ne va pas trouver des cellules ailleurs. Mais ils vont regarder, dans le cancer du sein, par exemple, ils vont toujours regarder dans les systèmes lymphatiques, sur les bras. Ouais, ben c'est ça, c'est très proche du sein, là, ici. Puis je pense que ça... Les ganglions lymphatiques. Ouais, ça passe beaucoup, là. Donc, oui, à un moment donné, initialement, il n'y a pas de cellules qui devraient retrouver l'eau, mais plus le tumeur avance, et plus tu risques de retrouver les cellules dans les ganglions. Et une fois les cellules tumorales se retrouvent dans les ganglions, ils risquent de se retrouver partout dans le corps, parce que c'est un système... c'est comme le système sanguin. Il se retrouve partout dans le corps. Donc, le stade 12, je me rappelle bien, quoique c'est vraiment une définition clinique, donc c'est pas mon fort. Mais je pense que le stade 12, c'est si tu le retrouves dans les ganglions du sein. Stade 3, si tu le retrouves dans les ganglions ailleurs que dans les ganglions du sein, dans le système ganglionnaire, mais ailleurs. Et le stade 4, c'est quand il y a déjà des métastases dans des autres organes. OK, puis c'est quoi la différence entre des cellules cancéreuses qui se détachent puis qui se promènent dans les ganglions et des métastases? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que, mettons, les cellules, ils vont quand ils se mettent à proliférer à un autre endroit, on dit que c'est des métastases? Ou? Oui, c'est ça. Une métastase, par définition, c'est la reproduction d'un tumeur secondaire qui sont des cellules cancéreuses. Première tumeur. Par exemple, dans les cancers du sein, parce que c'est mon sujet. Ouais. Et tu peux retrouver des cancers du sein dans le cerveau. OK. Donc, ça peut se rendre jusqu'à là. Ouais.
Genre des métastases comme des tumeurs, des bébés tumeurs de la maman tumeur. C'est ça. OK. Il reste qui sont des cellules tout saines, mais qui ont commencé à faire une tumeur ailleurs, dans un organe éloigné. OK, puis je suppose que c'est quand même... Mais là, je suppose qu'il y a des scans, là, mais mettons qu'on aurait une biopsie de quelqu'un qui est mort, puis qu'on observe son cadavre. Là. Je suppose on va se rendre compte que c'est pas des neurones qui sont là, fait que c'est pas normal qu'il y ait des tissus comme, je sais pas moi, du collagène ou des tissus comme du sang qui se retrouvent dans le cerveau, mettons. Oui, trouver des métastases, c'est plus compliqué parce que tu ne sais pas où chercher. Il faut que tu cherches. Partout. Tu fais un scan général du corps. Mm-hmm. Et oui, c'est avec un scan général, avec un tomox, bien sûr avec les PET scans. Mm-hmm. C'est ça. Ça, d'ailleurs, c'est PET scan, là. Parce que dans le fond, moi, dans ma tête, là, à cause que je vois dans ma tête comme... quand on tag des protéines au GFP, là, je suis comme, on va taguer les tumeurs GFP, puis on va genre les scanner, puis on va les voir, mais je suppose que c'est pas de même que ça marche parce que ça serait peut-être compliqué. Là. Non, le PET scan, si je me trompe pas, ça marche sur le principe que les cellules cancéreuses, ils ont un métabolisme plus actif. Okay. Donc, ils mangent plus. Donc, ce qu'on fait, c'est on va donner un sucre radioactif aux patients. Et parce que les cellules cancéreuses, ils mangent plus de sucre. Ils vont émettre plus de radioactivité. Ils vont capturer plus de radioactivité. OK. Mais j'ai entendu dire que, mettons, les tumeurs, ils ont un niveau d'oxygène plus faible parce que, justement, ils essayent de créer des vaisseaux sanguins pour s'alimenter, mais que c'est pas nécessairement à la même vitesse parce que ça va vite, une tumeur. Là. Fait que, est-ce qu'on pourrait pas traquer les tumeurs avec le niveau d'oxygène? Les cellules ont un niveau plus basique. C'est ce qui arrive souvent dans les tumeurs solides, surtout. C'est qu'il y a un point où la masse cellulaire du tumeur est tellement grande que les cellules qui sont à l'intérieur n'ont pas d'accès à l'oxygène. OK. Donc, ils vont commencer à mourir, mais il va y avoir aussi une sélection pour des cellules qui sont capables de vivre sans oxygène. Sans oxygène. Donc, ce sont des cellules qui vont tomber en un métabolisme sans oxygène. Et si ces cellules sont sélectionnées, elles commencent à se reproduire plus que les autres. Parce qu'il y a un avantage à ne pas avoir besoin d'oxygène s'il y a une compétition entre les tissus normaux qui ont besoin de l'oxygène. Et donc, c'est un phénomène qui est très connu, qui arrive dans beaucoup de types de cancers, c'est que les cellules cancéreuses vont tomber en un métabolisme sans oxygène. Complètement. Plutôt. Je pensais que, mettons, il était comme... il utilisait beaucoup moins, mais je pensais pas du tout. Là, comme... Ça dépend. Tu peux trouver tout dans les types cellules, dans les tumeurs, OK? Donc, il va sûrement avoir un moment où les cellules vont avoir un intervalle, vont avoir les deux types de métabolisme de façon simultanée. Mais il y a un certain avantage à ne pas avoir besoin de l'oxygène si tu compétitionnes avec les autres tissus. Puis je me rappelle que dans un cours de biologie moléculaire, on avait vu qu'il y avait plusieurs types, parce que là, on dit toujours « Ah, le cancer du sein », mais il y a plusieurs types de cancer du sein. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est quoi ces types-là? Pourquoi il y a plusieurs types? Qu'est-ce que ça implique? Ça marche pour tout... Ça, c'est quand même compliqué. Ça marche. Il y a plusieurs types de n'importe quel type de cancer. Et ça dépend parce qu'à la base, n'importe quel type cellulaire peut donner origine à un cancer. Ouais. OK? Et un tissu, un organe, est composé de plusieurs types de tissus et chaque tissu a plusieurs types de cellules. OK. Donc, et n'importe quel type cellulaire peut donner origine à un tumeur. Donc, tu peux voir, quand on dit par exemple tumeur du cancer du sein, mais ce sont des cellules qui sont dans les seins, mais il y a plusieurs types de cellules. Ça peut être soit des kératinocytes ou des cellules de peau, je suppose. Oui, des gras aussi. La plupart du temps, donc c'est ça. Il y a d'un côté, c'est ça. Il y a plusieurs types de cancers en fonction de quel type cellulaire donne origine au tumeur. Dans le cancer du sein, par exemple, il y a des classifications plus précises. Et la plupart du temps, sont des cellules épithéliales du conduit mammaire qui vont donner. La peau, des
des conduits mammaires, tu veux dire, qui servent à allaiter? Oui, Ok. eso à l'intérieur du sein, il y a Ok. Des conduits pour allaiter. autant qui produisent le lait sont des glandes, des systèmes glandulaires. Donc, les cellules glandulaires sont aussi des cellules épithéliales, sont des cellules épithéliales spécialisées. Et sont ces cellules, autant les cellules glandulaires que les cellules de conduite qui vont donner naissance la plupart du temps aux tumeurs du sein. OK. Et par la suite, dépendamment de comment les tumeurs évoluent, dépendamment de c'est quoi les mutations qui vont apparaître dans les tumeurs, on peut faire des classifications plus poussées. Parce que dans le fond, on disait que les cellules, ils perdent la fonction pour laquelle ils ont été conçus, mais c'est ça, comment ils arrivent à la perte de la fonction qu'ils sont supposés remplir? C'est... Étant donné, si on revient encore à la définition basique de ce qu'un tumeur, ce sont des cellules qui se reproduisent sans contrôle. Ce phénomène arrive parce qu'il y a une certaine instabilité génomique. Okay? Il y a des mécanismes. Toutes les cellules ont des mécanismes en place pour gérer la reproduction de l'ADN quand il se divise. Il y a des mécanismes qui vont regarder que l'ADN soit bien produit, qu'il n'y a pas d'erreur dans la reproduction de l'ADN. Mais quand les cellules deviennent tumorales, donc elles se reproduisent tellement vite que les mécanismes qui regardent n'ont pas le temps de regarder que la reproduction de l'ADN soit bien faite. Donc, ça donne une instabilité génomique. Donc, plus les tumeurs avancent, plus la tumeur avance, plus de mutations vont apparaître. OK? Et c'est cette accumulation de mutations qui, à un certain moment, va éliminer la fonction précise de la cellule. Parce que tu as tellement de cellules qu'il y a beaucoup de mécanismes cellulaires qui arrêtent de fonctionner, donc la cellule arrête de faire ce qu'elle était supposée faire. OK. Donc, elle arrête parce qu'elle n'est pas surveillée comme il faut. Puis là, je suppose que plus qu'elle n'est pas surveillée comme il faut, plus qu'il y a tendance à avoir des mutations qui vont arriver puis qu'on ne pourra pas gérer. Mais, dans le fond, il y a aussi des mécanismes cellulaires qui empêchent les cellules de, justement, développer trop de mutations. Mais pourquoi ça arrive quand même? Quand on parle de l'origine du tumeur, d'un cancer, quand on parle de l'oncogénèse, c'est le phénomène de développement du cancer, il faut regarder deux types de gènes. Il y a des gènes qu'on appelle oncogènes, qui sont des gènes qui vont augmenter les chances qu'une cellule devienne cancéreuse, et des gènes inhibiteurs de tumeurs, qui sont des gènes qui sont en charge de prévenir que ça arrive. Et on a plusieurs gènes qui font la même fonction, qui sont des gènes redondants qui ont des fonctions semblables. Et il faut dire que pour qu'une cellule devienne cancéreuse, il ne s'agit jamais d'une seule mutation. Okay? Il faut qu'il y ait une accumulation de mutations dans plusieurs de ces mécanismes. Donc, il faut qu'il y ait, par exemple, une inhibition de plusieurs gènes inhibiteurs de tumeurs pour que les mécanismes arrêtent de fonctionner. Parce qu'ils sont des mécanismes redondants. Okay? Oui, parce que si, mettons, t'en perds un, ben il y en a un autre qui prend le chapeau qui s'assure que tout est correct. Mais si on enlève, mettons, je sais pas, 8 sur 10 de ces petits amis-là, ça commence à être dur pour juste 2 surveillants de surveiller toute la cellule. C'est exactement ça. Mais aussi, il faut pas seulement qu'il y ait comme une inhibition de plusieurs gènes inhibiteurs, il y a aussi qu'il y a une suractivation des oncogènes. OK. Parce que même, disons qu'on a perdu tous les gènes inhibiteurs, mais si la cellule elle continue à se reproduire de façon correcte, donc il n'y a pas avoir de tumeur. Donc il faut aussi qu'il y ait une altération, qu'il y ait une mutation dans un oncogène. Les oncogènes sont des gènes qui sont très souvent associés à la multiplication cellulaire, à la division cellulaire. Donc il faut qu'il y ait une mutation dans un oncogène qui induise la cellule à se reproduire plus vite. Donc c'est là, quand on a un signal qui induit la cellule à se reproduire plus vite et qu'on n'a pas un signal qui arrête cette division, qu'on a un tumeur. Donc il faut qu'il y ait un défaut simultané dans les deux mécanismes. Il faut qu'il y ait un défaut dans les oncogènes qui activent un oncogène pour qu'il y ait une division plus vite et qu'il y ait un défaut dans les gènes inhibiteurs.
Mais est-ce que on sait pourquoi? Parce que là, tantôt, on disait qu'il y avait différents types cellulaires. Mettons, cancer du sein, là, c'était les cellules épithéliales. Mais des cellules épithéliales, on en a partout. Pourquoi est-ce que, mettons, dans le sein, il y a plus souvent ces mutations-là qu'ailleurs? On le sait-tu, ça? Plus ou moins. Il y a plusieurs caractéristiques dans le cancer du sein. Sont des cellules qui sont, entre autres, sont très réceptives à des signaux hormonaux. Par exemple, en défense, c'est l'estrogène. Et c'est un signal qui induit la reproduction cellulaire. Et ce type de tissu, il est très réceptif à ce signal. Et donc, sont des tissus qui, par sa nature, déjà se reproduisent beaucoup. OK. Et il y a, par exemple, une des raisons les plus communes pour développer des cancers du sein, c'est des mutations dans les gènes BRCA. OK. Et c'est un gène inhibiteur de tumeur, c'est un gène qui est en charge de regarder que les copies d'ADN soient bien faites. Mm-hmm. Et quand les femmes, aussi les hommes, on peut aussi avoir des mutations dans les gènes BRCA. Et on a des mutations dans les gènes BRCA, donc sont des gènes qui vont être plus fonctionnels. Donc, tu accumules plus facilement des mutations au long de ta vie parce que le gène n'est pas fonctionnel. Donc, on accumule des mutations plus vite et le risque de développer des tumeurs est plus grand et on finit par développer une tumeur plus tôt dans la vie. Mais attends, les gènes BRCA, ils sont mutés plus facilement dans ce tissu-là? Non, ici, oui, j'ai manqué. Et des fois, sont des mutations héréditaires. Okay. Sont des familles qui ont des mutations dans des gènes BRCA qui ne sont pas fonctionnels dans la famille. Okay. Et donc, tu vas être né avec un gène qui n'est pas fonctionnel déjà à la base. OK, fait que tu as déjà moins de surveillants. Ouais. Donc, par exemple, on a 2 gènes BRCA, BRCA1 et BRCA2. OK. Et quand les femmes ont des mutations dans les 2 gènes, c'est très, très probable qu'ils vont développer une grande probabilité de développer des cancers du sein. C'est par exemple le cas d'Angelina Jolie. OK, elle avait déjà... Et elle avait sa mère et sa grand-mère avaient des mutations dans les gènes BRCA. Elle avait aussi des mutations dans les 2 gènes BRCA. Sa grand-mère, elle avait développé des tumeurs dans les ovaires, tumeurs ovariens. Sa mère avait développé des tumeurs dans les seins. Donc, avec tous ces antécédents et en sachant qu'il avait des mutations sur les seins, et elle s'avait fait c'est déjà fait une ablation des seins. Une ablation préventive. Oui, une ablation préventive. J'avoue que, dans le fond, c'est parce que là, si tu n'as plus de surveillants, il te manque juste à avoir tes oncogènes qui sont mutés, puis ça part. Là. Ouais. Puis il y a quand même un risque que ça se réponde ailleurs, puis que ça crée plus de problèmes que juste une ablation des seins. Là. Exactement, surtout qu'une ablation des seins peut facilement corriger. Oui, avec la chirurgie plastique ou quoi que ce soit par après. Là. Mais il y a des parties qui s'ablattent moins facilement, là, genre le cerveau, là, par exemple. Oui. Mais ouais, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est tant qu'à risquer de perdre ton cerveau, justement, que ça se rende dans ton cerveau, t'es mieux de... Ah, mais on a juste 2 gènes. Fait que je suppose que... Pour BRCA. Mais BRCA, c'est un inhibiteur. C'est un inhibiteur du cancer parmi autant des autres. Mais... on a ces gènes-là dans toutes les cellules épithéliales ou... Oui, on a les... Mais il semblerait qu'il est plus important dans les cellules épithéliales du sein. OK, ils sont comme plus régulateurs là. OK, mais on sait pas trop pourquoi. C'est une bonne question. Non, je sais pas. Faut chercher. Oui. OK, parfait, on va faire ça. Je vais l'écrire. OK, c'est intéressant. Fait que là, on a plus de ces 2 petits surveillants-là qui sont super importants dans le sein pour on sait pas pourquoi. S'ils sont déjà pas là à la base, ben c'est sûr qu'il peut y avoir des méchants qui font des mauvais coups, là, puis on a plus d'oncogènes, fait que ça va partir en vrille, là, OK. Mais, attends, ça m'avait fait penser à une autre question. Puis là, je m'en rappelle plus. Mais est-ce que toutes les cellules, mettons, là, tu disais, mais c'est des cellules qui sont plus réceptrices à des hormones ou sont plus sensibles à des hormones. Est-ce qu'il y a plus de chances qu'on développe des cancers dans justement des tissus qui sont
glandulaires ou qui sont récepteurs d'hormones ou comme sexuels ou je sais pas, mettons les ovaires ou c'est juste pour le cancer du sein. Hein? Pour les ovaires sont aussi un tissu qui est réceptif à l'estrogène. Et donc, cette mutation, pour le cas spécifique des ovaires, c'est aussi un tissu qui est réceptif à l'estrogène. Donc, pour eux, les gènes BRCA sont aussi importantes. Et, de façon générale, les tissus qui se reproduisent, qui se renouvellent plus vite, ont plus de chances de développer des cancers. Par exemple, si on pense aux cellules qui se reproduisent pas, par exemple, comme les neurones. C'est moins... Sont des cellules... C'est vraiment rare qu'on va avoir des cas de cancer à partir des cellules neuronales. Je suppose que les cancers du cerveau, ça doit être plus les c'est les cellules de support, oui. Ouais, les cellules de la gagne de myéline. Myéline, c'est ça. Mais les les astrocytes sont des astrocytes. Ouais, les amis des neurones. OK. C'est ça. Sont plus des cellules de support. OK. Ah, c'est assez bad parce qu'on en a besoin aussi. Oui. Mais, OK. Fait que plus qu'un tissu se reproduit vite, c'est sûr que plus qu'il y a de risques qu'il développe une mutation là, aussi. Là, et, mettons la peau. Là. Moi, je pense à ça tout de suite. C'est ça que je me dis, oh mon Dieu, mais ça se reproduit très vite, la peau. Il faut qu'on change de peau au complet à tous les mois. Genre. Oui. Mais encore là, il y a 2 types cellulaires de peau, fait que ça dépend. Là. Mais fait qu'il doit y avoir aussi plus de cancer de peau que de cancer du cerveau. Sûrement. Ça, je ne pourrais pas te dire c'est quoi la proportion de quantités, types différents de cancers de peau contre les cancers du sein, mais oui. Et il y a un avantage dans la peau. Je pense que le fait que les cellules poussent vers l'extérieur. Oui, c'est vrai. Parce que si tu as un cancer du kératinocyte, il s'en va, là. Mais c'est l'autre type de cellules, les mélanocytes. Ils restent plus proches. Fait que là, ça, c'est pas pogné en bas de ta peau. Là. Mais c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont des carcinomes, là, qui est genre cancer des kératinocytes, puis qui sont même pas au courant parce que ça n'a aucun effet. Là. C'est juste comme un petit moton de peau par rapport sur ta peau. Là. Fait que si jamais vous avez ça, là, un petit spot de peau qui grossit incontrôlablement, là, c'est pas nécessairement grave, mais tu peux l'enlever. Puis c'est pas comme en dedans de toi, là, c'est pas invasif comme chirurgie. Là. Il y a une chose qui serait intéressante de mentionner, c'est que ce type de mutation qui donnent source au cancer, ça arrive quand même assez de façon normale. Okay? C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, développer un cancer, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est juste que notre système immunitaire est super efficace à les éliminer. OK. Et donc, c'est pour ça qu'on se rend compte. Mais le type de mutation qui donne naissance à un cancer arrive souvent, surtout plus on devient âgé. OK. Mais notre système immunitaire il est vraiment efficace à éliminer les cellules tumorales. Pourquoi est-ce que ces mutations-là arrivent plus quand on devient plus âgé? Parce qu'ils s'accumulent. OK. Mais c'est sûr, comme je disais tantôt, et au moment de ta vie, tu peux avoir une mutation dans un gène inhibiteur et ça va rester. OK. Parce que ça va pas avoir de conséquences sur la vie de la cellule, fait qu'elle va comme pas s'en rendre compte puis elle va continuer à faire ses petites affaires. Elle va continuer, mais plus, donc on a une mutation aux 30 ans, ensuite on a une mutation aux 35, 36, et finalement on est rendu 70, c'est là qu'il y a autant de mutations qui ça finit par créer un cancer. OK, fait que c'est pour ça aussi que les gens plus âgés vont avoir plus tendance à développer des cancers que des jeunes personnes, parce que ils accumulent au cours de leur vie des mutations dans leurs cellules. Exactement. Je voulais revenir sur l'estrogène parce que là, on a dit que les cellules glandulaires dans le cancer du sein puis les ovaires qui étaient sensibles à l'estrogène. Mais l'estrogène, tu sais, nous, les hommes aussi en produisent, là, c'est juste vraiment moins. Oui. Là. Mais est-ce que ça a le rapport? Est-ce que parce que les hommes ils font moins d'estrogène, il y a moins de cas de cancer du sein chez les hommes? Ça a-tu un lien? Oui. OK. Oui, définitivement oui. Mais aussi, c'est parce qu'on a moins de tissus mammaires. Oui, c'est sûr que oui. Là. J'avoue qu'il y a moins de contenu à détruire là, puis à proliférer à partir d'eux. Là. La source de base est moins grande. Là, fait que c'est sûr que... Mais mettons qu'on donnerait plein d'estrogènes à des hommes ou des souris, je sais pas. Là. Est-ce que ça s'est déjà fait de
booster à l'estrogène des mâles, puis qu'on voit que, mettons, ils ont le même degré de cancer du sein, ils développent ou... Je pense que oui, surtout par exemple si tu regardes dans le cas des femmes transsexuelles qui sont soumises à des thérapies de remplacement d'hormones, et la probabilité de développer des cancers du sein augmente aussi. OK, parce qu'eux, ils prennent beaucoup d'estrogène là, dans leur transition. Puis, est-ce que, d'abord, ça serait comme, pas cancérigène, là, mais pas super bon de prendre des anovulants? Est-ce qu'il y aurait de l'estrogène dedans, genre pour la contraception? Tricky. Oui. Oui, c'est ça. C'est une question difficile. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de contraceptifs que c'est juste progestérone, mais il y en a aussi qui ont de l'estrogène dedans. Fait que je suppose que c'est... Tu sais, je sais pas c'est quoi l'effet sur la contraception d'ajouter de l'estrogène, mais vu que l'estrogène, ça semble être un inducteur pour craquer les cellules à diviser dans ces glandes-là, est-ce que prendre de l'estrogène serait comme pas nécessairement une bonne idée? Pas nécessairement. Je pourrais pas te dire c'est quoi le résultat. Il faudrait regarder ces études épidémiologiques sur les gens qui prennent ce type de médicaments et les comparer aux gens qui prennent pas. Là, je pourrais vraiment pas te dire avant que je te dise série. Et il faut penser aussi qu'il y a un effet, et de plus en plus on le voit, on s'est étudié qu'il y a l'estrogène, il agit dans le système immunitaire. OK. Et il semblerait qu'il devienne moins actif. Ça diminuerait l'effet du système immunitaire. Donc, il y a un effet de l'estrogène dans le système immunitaire. Et c'est complexe. Est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas de grippe d'homme? Que les hommes ont des grippes d'homme parce qu'ils n'ont pas d'estrogène pour les protéger? Ah non, je pense pas. C'est juste que... C'est intéressant. Checker ça. Non, c'est vraiment qu'il est plus dur avec nous. Oh ouais, la grippe est plus dure avec vous. Ouais, j'ai des doutes là-dessus, là, mais OK. Mais c'est vraiment intéressant. En même temps, c'est compliqué parce que c'est comme les hormones comme ça a des effets sur vraiment beaucoup de choses. Là. Comme tu viens de dire, là, oui, ça a des effets mettons, sur nos cycles, là, vu la savoir puis tout, mais là, c'est sûr que si en plus on a des rôles dans le système immunitaire, puis si tu rajoutes des rôles dans on sait pas quoi encore, là, c'est sûr qu'enlever une hormone au complet, c'est comme pas faisable. Là. Mais est-ce que si on le sait qu'on est porteur des mutations dans les gènes BRCA, mettons, ou des mutations qui sont possiblement qu'on pourrait développer un cancer, à part là, le cancer du sein, c'est pas compliqué, mais tu peux, mettons, faire une ablation des seins, là, mais il y a des sortes de cancers que tu peux pas vraiment faire une ablation de genre tes os, là, ou je sais pas. Là. Est-ce qu'il y aurait des façons qu'on pourrait se prévenir de ça, malgré que génétiquement, on a ça? Là, la seule façon que je vois, ça serait comme une thérapie génique pour remplacer les gènes ou pour remplacer la fonction du gène. Donc, si on injecte une copie du gène pour produire la protéine qui est défectueuse. Mais les thérapies géniques n'ont pas marché pour l'instant. Dans ce cas-là ou en général? En général. OK. Mais dans le fond, les gènes BRCA, ça code pour une protéine. Oui. Puis le but, ça serait de réintroduire cette protéine-là pour balancer. OK. Mais là, mettons, c'est une protéine, mais c'est pas toujours des protéines. Ça peut être des facteurs de croissance ou des inducteurs de je sais pas quoi, là, des régulations, là. Non? Mais même les facteurs de croissance sont des protéines. Oui, mais mettons... c'est vrai. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'assoit, là? Ça s'assoit, là, puis là, après, la polymérase s'assoit là-dessus, là. C'est genre un inducteur, là, ou... Ça aussi, c'est une protéine, j'avoue. Dans ma tête, c'est comme quelque chose, mais OK, ouais. C'est un signal, mais ce signal-là, c'est sûrement une protéine. Comment ça s'appelle? Pas un inhibiteur, pas un starter, mais... Tu sais, comme... le seul exemple que je pense, là, c'est avec genre le système immunitaire puis la calcinurine, là. Puis là, le facteur là, en papillon, là, genre NFAT, là, ou whatever. Puis là, lui, il s'en va dans l'ADN, puis là, il s'assoit. Puis là, c'est un facteur comme qui permet de starter la traduction. Là.
OK. L'autre pourrait probablement les compenser avec un médicament. OK. Mais donc, mais à la base, si on parle de Un facteur de transcription. C'est ça que je cherchais le mot. Facteur de transcription. Ah, OK, c'est des protéines aussi, ouais. Bon, ben, OK, d'abord, on est correct. Depuis quand est-ce qu'on est au courant que ça existe, les cancers? c'est un phénomène qui est très commun dans les organismes multicellulaires. Et donc, sûrement, le cancer, il est avec nous depuis qu'on est être humain. OK. Et si on regarde les registres fossiles, on peut déjà retrouver des ostéosarcomes. Des fossiles de cancer? Ouais, c'est ça. Tu vois, un ostéosarcome, c'est une tumeur des os. Ah, OK. Donc, il y a des formations dans les os. Et ça, on peut le voir dans Un squelette. un squelette. Ah, ça fait comme une bosse sur un os? Oui, ça dépend beaucoup du type d'ostéosarcome, mais ça fait une bosse ou ça fait une déformation complète. Ça doit faire de mal? l'os. Oui. Il y a un type spécifique d'ostéosarcome qui fait pousser les os en forme de spikes. Oh mon Dieu, ça fait des piquants dans tes os? Oui, Ça doit faire vraiment mal. vraiment. Mais on n'est pas mieux, mettons, je dis ça de même que je sais pas, d'amputer cette partie-là. Ben, si c'est possible. Probablement oui. Genre, on enlève cet os-là puis on le remplace. Je suppose qu'on est capable de remplacer des os maintenant avec n'importe quoi. Ben, des métals, des polypropylènes de je sais pas quoi. Ouais, si c'est dans une extrémité, ça serait facile, mais Ah ouais. ça dépend de l'autre. Ouais, mais même si c'est une côte, enlève-moi là puis mets-moi une côte en métal, je sais pas. Là, mais... Aujourd'hui, oui. T'as Mais des pics là, dans tes os, mon Dieu. OK. Pauvres personnes qui ont des pics dans leurs os. Je suis traumatisée. OK. j'ai vu c'était un crâne. Oh mon Dieu, il était en piquant? Il est sûrement mort. Par en dedans ou par en À dehors? l'extérieur. C'était genre une licorne. Il y avait des cornes. Oh mon Dieu, le genre, dans le temps, il devait être comme t'es possédé par le démon. Là. T'étais genre le démon. C'était plus de petits lépinettes. OK, c'était pas Bon. genre des méga Non. cornes. Non, OK, ma vision. Oh, ça, j'imagine pas c'était quoi l'effet dans la peau, dans les tissus blancs. Mais c'est ça, comme tel, le cancer, il doit être avec nous même avant qu'on ait, parce qu'il y a un tumeur partout dans le règne animal. Mais nous, on est au courant depuis quand? Comme parce que, tu sais, dans le temps, on savait pas qu'il y avait des virus, on savait pas qu'il y avait des bactéries. Fait que je pense qu'on était comme, oh mon Dieu, c'est quelque chose qui nous tue, mais on comprend pas. Oui, si on regarde l'histoire, les registres les plus vieux d'une mention sur le cancer se retrouvent dans un papyrus égyptien qu'on appelle le papyrus de Edwin Smith. Et ça a des années de 3000 années avant Jésus-Christ, à peu près. Et drôlement, c'est un papier qui parle des ulcères du sein, donc du cancer du sein. Ah ouais, mais c'est... si on a des mutations aujourd'hui, là, oui, il y a des... Je pense qu'on a plus de facteurs mutagéniques aujourd'hui à cause de notre industrialisation et tout, mais nos tissus glandulaires doivent être quand même similaires en Égypte ancienne. Là. Fait que j'avoue que si on a beaucoup de cancer du sein aujourd'hui, il devait en avoir aussi dans ce temps-là. Il y avait aussi. Ah. Et donc ça quand même assez... Mais je pense qu'il était comme, c'est quelque chose d'obscur, là. C'est comme une masse, mais on sait pas trop, là. Je sais pas c'était quoi la redondance de la population de ce type de maladie, mais c'est clair qu'ils étaient déjà observés. Okay. Ils ont compris c'était quoi. C'est une question différente, mais c'était clair qu'ils étaient déjà observés et étaient enregistrés. OK. Mais ça, c'est le plus vieux registre, c'est le papyrus d'Edwin Smith. Et après ça, plus récemment, disons, il y a Hippocrate, le père de la médecine. Mm-hmm. C'est les médecins. Récemment. Ouais, le père de la médecine. C'est à peu près 400 années avant Jésus-Christ. Okay. Et c'est lui qui utilise pour la première fois le terme carcinos. OK. Parce qu'il avait vu une masse qui poussait dans la forêt avec d'extension. Donc, il ressemblait cette extension, cette masse avec d'extension, à la forme d'un crabe. OK. Et un crabe, en grec, c'était carcinos. OK. Et donc, c'est pour ça, dans les zodiacs, c'est la constellation du crabe, c'est la constellation du cancer. Ah, ben oui.
Donc, c'est lui qui avait donné nom. Après lui, plusieurs années après lui, il y a un autre médecin grec, si je me rappelle bien, s'appelle Celsus. Lui, il avait utilisé le terme oncos pour parler de l'inflammation du cancer. Et c'est grâce à lui qu'on appelle, par exemple, aujourd'hui, les médecins oncologues. Des oncologues. OK. Ça veut dire quoi? Oncos. Oncos, il l'utilise pour définir l'inflammation, pour parler de l'inflammation. Ça veut dire inflammation? Oui. OK. C'est en latin, je suppose, ou en grec, là. Mais c'est les deux termes qu'on utilise aujourd'hui pour parler du cancer, c'est cancer et oncologie. Fait que c'est pas dérivé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dérivées de deux mots, là, souvent. Des mélanges de mots latins. Là. Non, ici, c'était mais ça, c'est straight, là. Ouais. Genre, c'est cancer, crabe. C'est ça qui c'est ça, là. OK. Ouais. OK. Il y a... Ouais, tantôt je disais que il se trouve c'est un phénomène qui est normal dans le règne animal, le cancer, mais il y a un phénomène très intéressant qui s'appelle la paradoxe de Peto. C'est quoi? C'est le fait que les gros animaux ont des gros cancers. Non, ils ont beaucoup moins de cancer. Ah ouais? Ouais. Parce que normalement, par exemple, si tu compares les souris avec les humains, on a à peu près la même quantité de cancer. Mais pourtant, une souris est beaucoup plus petite que nous. Et il y a beaucoup moins de cellules. Mm-hmm. Et on a à peu près la même. Et si on va dans les gros animaux, dans les baleines, dans les éléphants, dans les rhinocéros, ils n'ont pas de gros cancers, ils ne meurent pas de cancer non plus. Donc, c'est contre-intuitif comme tel. Mais là, tu viens de dire que le... Jusqu'à un certain point, c'est ça. On a dans les souris, mais c'est à un certain point. OK, fait que mettons, de microscopique à souris, c'est genre... Ça suit la loi, mettons, de Pedro, là. Mais après ça, c'est comme souris ou genre baleine, c'est la même chose. Non, c'est moins ça. C'est la paradoxe. Non, c'est que jusqu'à un point, il y a comme une proportion raisonnable de cancer qui est d'accord à la quantité de cellules de l'organisme. C'est genre linéaire? Oui, plus ou moins, disons. Mais après une certaine taille, ça ne suit plus. OK. Et il y a des études qui se font là-dedans parce que c'est vraiment contre-intuitif. Et il y a plusieurs hypothèses pourquoi ça arrive cette paradoxe. Quand on regarde par exemple les éléphants, mm-hmm. et on voit qu'ils ont beaucoup plus de gènes inhibiteurs de cancer que nous. Fait qu'ils ont moins de cancer? Ça, c'est une des théories. Okay? Parce qu'ils ont beaucoup plus de gènes inhibiteurs. C'est observé que les éléphants, mettons, ont moins de cancer qu'une autre sorte d'animal. OK, puis là, quand on a cherché pourquoi, on a trouvé qu'ils ont plus de inhibiteurs. OK. Ça, c'est toujours un paradoxe. C'est toujours à l'étude. Mais c'est sur les choses qu'on observe, c'est que, par exemple, ils ont plus de gènes inhibiteurs. Est-ce que ça, c'est la seule cause? Parce qu'il reste le fait qu'il y a beaucoup plus de cellules. Un éléphant a beaucoup plus de cellules que nous. Donc, il y a beaucoup plus de reproduction cellulaire. Donc, il y a beaucoup plus de probabilité de développer une mutation. Donc, est-ce qu'avoir plus de gènes inhibiteurs compense le fait qu'on a autant plus de cellules? Ça, c'est qu'il faut regarder. Et le fait que tu produises, que tu aies aussi plus de gènes actifs et que tu produises plus de protéines, ça doit avoir une conséquence évolutive. Oui, parce que je suppose que, tu sais, là, on parle de cellules, puis on parle de gènes inhibiteurs, mais peut-être que l'éléphant, il y a moins de gènes actifs que nous. On sait pas. Ben, je sais pas, moi, en tout cas. Je sais pas non plus. mais c'est juste un paradoxe qui est quand même curieux, parce que les gros animaux n'ont pas autant de cancer, ils n'ont pas de gros cancers non plus, et ils ne meurent pas de cancer. Mais en même temps, tu sais, là, je dis ça de même, mais souvent, j'ai l'impression que les éléphants ou les baleines, ou, tu sais, oui, nous autres aussi, on est vieux, là, mais j'ai l'impression que les baleines, c'est vraiment vieux, comme plus que nous. Là, je sais pas comme où ça s'est séparé dans la chaîne évolutive, là, mais est-ce que nous, on n'aurait pas, mettons, perdu des gènes inhibiteurs ou dupliqué des oncogènes, puis vu que c'était pas grave, on l'a comme
on a perdu des gènes inhibiteurs que les éléphants ont peut-être gardés, puis on a continué notre vie comme ça. Fait que là, aujourd'hui, on a moins comme de surveillants. Ça se peut. Il faut voir que... Parce qu'on est quand même récent là, dans la chaîne phylogénique. Là. Mais il semble, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je mettrais les baleines avant nous. Là. Comme steady. Là, les autres, les baleines sont là, puis ils sont bien ancrés. Là, ça fait longtemps qu'ils sont de même, puis... Non. Je sais pas. Là, je sais pas à mais quel c'est point... dans la phylogénie. Là. Est-ce qu'on est récent, nous, dans la phylogénie? Oui, mais je sais pas si on se compare aux baleines. Mais est-ce que plus qu'on serait proche dans la phylogénie d'aujourd'hui, plus qu'on aurait de cancer? Ou ça n'a pas rapport du tout parce qu'il y a des choses petites qui ont des cancers? Beaucoup. Genre, je sais pas, il doit y avoir des amibes là, qui ont des cancers, là? Non? Mais une amibe, c'est un... Ouais, c'est unicellulaire, hein, ça marche pas. Je sais pas, attends, des éponges. Une éponge aussi, c'est genre bizarre, là. Une éponge c'est une colonie, des organismes. Ah, c'est bizarre, ça. Attends, qu'est-ce qui est petit et pas unicellulaire? Genre une moule? Une moule? Est-ce qu'une moule, ça a plus de cancer? Je sais pas. Ou moins, parce que c'est comme plus loin dans la chaîne phylogénique. Plus, il faut parce que plus, je sais pas, c'est... Mais est-ce qu'il y a des études qui étudient, mettons, l'impact de cancer versus la phylogénie? Sûrement. C'est intéressant, ça. Il faudrait regarder. Il faudrait checker ça. OK, on va retourner dans notre sujet parce que là, je t'emmène loin puis t'es comme, oh non, pas ce sujet-là, je sais pas. OK. Fait que, est-ce qu'on pourrait penser que dans le futur, parce que là, on parle aussi de... Ben là, on parle, je veux dire, dans le moment qu'on est dans l'espace-temps, là, de engineering des bébés, là, faire du génie, de l'ingénierie d'enfants. Là. Est-ce qu'on pourrait dans une éventualité, sélectionner des embryons qui n'ont pas de mutation BRCA, mettons? Fait qu'on est comme, cet embryon-là ou ce zygote-là, il possède des mutations dans tel gène qui le rendrait plus à risque d'avoir des cancers. Fait que, paf, on l'élimine? Ou tu penses que non? Qu'on pourrait le faire? Oui. Mais est-ce que, mettons, là, aujourd'hui, je sais que ça se fait pour des maladies vraiment spécifiques, là, mais, tu sais, mettons, le cancer du sein, c'est quand même quelque chose de très répandu. Là. Fait que, est-ce que on pourrait aller jusqu'à dire, OK, ben, mettons, je sais pas moi, la moitié des zygotes, ils possèdent des mutations BRCA, on va tout de suite les éliminer ou? Je pense que là, on tombe plus dans une discussion éthique. Ouais, mais c'est ça. On pourrait le faire. Oui. Est-ce qu'on veut le faire? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on devrait le faire? Ouais. Puis aussi, là, j'ai une question comme ça là, qui me vient. Souvent, j'ai l'impression, de ce que j'entends, qu'il y a beaucoup plus de cancers dans les organes génitaux que dans les autres organes. Est-ce que ça te dit quelque chose ou t'as pas l'impression? Parce que, mettons, je pense aux chats ou aux animaux domestiques. Il me semble qu'il y a beaucoup plus souvent un cancer utérus ou un cancer des testicules qui va être diagnostiqué chez nos animaux, mettons, versus cancer des os ou un cancer, tu sais, il y a plus de taux, j'ai l'impression, de cancer comme associés aux organes génitaux que des autres cancers, mais peut-être c'est juste parce que je sais pas. Tu sais, même les cancers les plus communs chez nous, c'est le cancer du sein, le cancer de la prostate. Oui, dans cette domaine, oui. Mais c'est ça. Mais c'est encore là, c'est relié aux organes génitaux. Mais comme, pourquoi? Les organes génitaux, ils possèdent des choses qui sont plus sujets ou parce que ça rapporte les hormones ou on sait pas ou personne ne s'est jamais dit ça? Je pense plus par rapport aux hormones parce que la prostate, c'est une glande aussi qui répond aux androgènes, donc les cellules, les hormones masculines. Mm-hmm. Et donc, oui, sûrement, ça a une corrélation avec les signes de prolifération, avec les hormones. Et à part le cancer de la prostate et le cancer du sein, si on compare avec tous les autres types de cancer, je sais pas. Parce que, tu sais,
Bon. On a des cancers du poumon, mettons, là, que je pense aussi qu'il y a des gros, mais tu sais, Il y a le cancer du côlon aussi, le système gastrique, il y a beaucoup. c'est vrai. Cancer du côlon, on a beaucoup. Et du cancer des sangs, il y a Mais j'ai plusieurs l'impression que, mettons, poumon puis cancer du côlon, ça embarque notre alimentation. Puis j'ai l'impression que notre alimentation est rendue vraiment industrialisée puis qu'il y a peut-être plus d'agents cancérigènes qui sont absorbés dans ces tissus-là parce que c'est des tissus, justement, associés avec, comme, absorber l'extérieur là, dans nous. Là. Fait que... Aussi, mais tu peux dire la même chose avec les cancers des seins et la prostate parce qu'il y a beaucoup de substances qui vont simuler, qui vont être similaires, qui vont reproduire la signal d'une hormone. OK. Donc, ça se pourrait aussi que l'effet qu'on a plus de cas de cancer du sein, c'est parce qu'il y a plus de molécules chimiques Qui mimiquent des hormones. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui mimique? Des choses qu'on mange? Oui. Il y a plusieurs composés qui vont simuler la signal hormonale de l'estrogène. C'est complexe. Il y a toute une discussion autour des effets des composés chimiques auxquels on est exposé dans les mondes industrialisés aujourd'hui. Mm-hmm. Et comment ils simulent des signaux biologiques, c'est... Mais ça, je suppose que il y a des essais avec des souris, mettons, exposées et non exposées à certaines choses pour vérifier. Là. Pas autant. Pas autant qu'on pense? Oui. Il y a... Oui. Dépendamment s'il s'agit... Ce type de tests, ils se font surtout pour des composés qui sont destinés à la consommation humaine. Donc là, tu veux vraiment tester c'est quoi l'effet. Qu'on mange, mais il y a plein de choses qui sont dans l'air. Oui, mais par exemple, les composés qu'on utilise dans la production des éléments de construction dans les murs, sont des composés qui... On les mange pas. Oui, on les mange pas, mais on est en contact. Ouais, mais vu qu'on les mange pas, on est comme ben c'est correct, on l'absorbe pas, fait qu'on va pas le tester. Il n'y a pas autant de tests pour ce type de composés. OK. Il y a aussi tout ce qui est relié à la cross-réactivité, à la réactivité croisée. Donc, c'est comme deux composés qui, de façon indépendante, sont inertes, vont réagir ensemble. Donc, ça, c'est un champ qui est de plus en plus exploré, mais qui c'est infiniment grand. Comment deux composés inertes vont réagir ensemble dans notre corps, c'est une autre chose. Ça a l'air compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mettons, là, on a un diagnostic de cancer. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les thérapies utilisées? Et la première chose, c'est aller au médecin. Oui, ben c'est ça. Il faut aller voir ton médecin. C'est lui qui va te prescrire les thérapies. Là. Et de façon courante, il y a deux types de thérapies utilisées. C'est la radiothérapie et la chimiothérapie. La chimiothérapie, il s'agit à la base de l'utilisation des composés toxiques. OK. Et semblable au PET scan, on utilise la caractéristique des cellules cancéreuses qu'ils vont accumuler, ils vont manger plus de substances plus vite que les cellules saines. Okay. Parce que les composés qu'on utilise dans une chimiothérapie sont toxiques pour toutes les cellules. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on devient tellement malade quand les gens qui sont en chimiothérapie. C'est parce que c'est toxique pour toutes les cellules du corps. Okay. Mais ce qu'on s'attend, c'est que les cellules cancéreuses vont manger plus de ces composés plus vite. Donc, elles vont mourir plus vite que les cellules saines. Mais là, moi, je me dis, ben là, mettons que tu as une tumeur, ben là, encore là, le sein, c'est comme facile parce que si jamais c'est compact, on peut juste l'enlever, la tumeur. Mais est-ce que les gens vont faire de la chimiothérapie en plus, même si c'est un stade 1, mettons, puis il n'y a pas de cellules ailleurs? Ça dépend. C'est une question très clinique. Ça dépend beaucoup du type de tumeur, de la position du tumeur, parce que un sein, c'est facile à ouvrir relativement. Mm-hmm. Mais même si tu as par exemple, un tumeur en stade 1 au cerveau, à la base de ton cerveau, ça c'est plus compliqué d'avoir accès à la base de ton cerveau. Donc, même si ça serait
c'est petit, c'est facile à enlever, c'est extrêmement difficile de se rendre dans certaines places de notre corps. Ben, le cerveau, c'est touché, là, mais mettons, je sais pas, l'intestin. Ça se ferait, me semble, non, d'ouvrir ton intestin puis. Oui, puis ça se fait. Non? Oui. Il faut faire une biopsie. Parce que, me semble, c'est bien moins invasif. Ben, pas invasif, mais c'est moins rough sur le corps de faire une petite incision, aller chercher ça puis l'enlever. Oui. Puis que de faire la chimiothérapie, c'est vraiment violent. Là. Oui. Oui, si tu peux enlever de façon chirurgicale la tumeur pour faire une élimination totale, je pense que c'est fait quand même. Il y a aussi un danger, dépendamment de la nature du cancer, que tu mets des cellules cancéreuses en circulation. C'est vrai. Donc, même si tu fais une ablation chirurgicale du tumeur, des fois, les médecins vont continuer à faire une chimiothérapie juste pour éliminer les cellules qui ont pu échapper. Ce serait sauvé. Ouais. Et il y a aussi des fois où tu vas avoir des petites tumeurs autour. Si les tumeurs commencent à faire des petites métastases qui ne sont pas faciles à détecter, donc sont des thérapies qui s'utilisent de façon combinée. OK. Et c'est ça, il a toujours. Des fois aussi, par exemple, quand la tumeur est trop grande, même si elle est facile à accéder, si la tumeur est trop grande, les tissus entourants vont être inflammés. Et donc, travailler avec un tissu inflammé plus complexe et plus dangereux, tu risques de faire plus de dommages collatéraux. OK. Donc, ils vont faire une série de chimiothérapie et radiothérapie pour affaiblir la tumeur, réduire la taille de la tumeur et ensuite faire une ablation. OK. Donc, c'est plus facile d'enlever une petite tumeur qu'une énorme tumeur. qu'une énorme tumeur. Puis la radiothérapie, on va l'utiliser dans quel cas? Ça va être aussi souvent, sont des thérapies qui sont combinées. Et la radiothérapie, elle est basée dans le principe qui est de radiation ionisante. Okay? Donc, on va mettre une source de radiation qui va produire des ions. Ouais. Donc, il va carrément casser les molécules organiques et l'ADN à l'intérieur des cellules cancéreuses. Et souvent, par exemple, ça va dépendre aussi de la position du tumeur. Par exemple, un tumeur de cerveau est plus facile, dépendamment de la taille et la position, c'est plus facile à cibler avec une radiothérapie qu'avec une chimiothérapie, mais ce sont des thérapies qui sont combinées la plupart du temps. Mais tu sais, dans le fond, il y a des éléments là, qui, dans l'environnement qui brisent notre ADN comme des agents ionisants. C'est pas dangereux qu'avec la radiothérapie, on cause d'autres cassures dans l'ADN puis qu'on cause plus de cancer ailleurs. Et non, pas nécessairement, parce que dans les cas de radiothérapie, ils vont utiliser des rayons convergentes. Donc, c'est un rayon, sont par exemple 3 rayons, dont l'énergie indépendante n'est pas suffisante pour faire une radiation ionisante. OK. Mais à l'intérieur du corps, ils vont converger les 3 rayons sur un point spécifique, et c'est là, à ce point, que l'énergie est suffisante pour devenir ionisante. Et c'est ce point qu'on va placer dans la tumeur. OK, fait que c'est des rayons qui s'additionnent ensemble. Ouais. OK. Donc, mais c'est très précis. Oui, ça peut être très précis. OK. Et c'est sûr qu'il y a une certaine absorption de radiation de chaque rayon indépendant par les tissus, mais c'est un compromis. Okay? Ouais. Si tu utilises une radiothérapie, c'est parce qu'il y a un tumeur qui est dangereux pour l'intégrité de l'organisme au complet. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est de tuer la tumeur. Puis, je sais que des fois, il y a aussi des greffes de cellules souches qui sont faites. Ça, c'est dans quel cas qu'on peut utiliser ces traitements-là? Ça, c'est seulement pour les cas de cancer de sang. OK. Et c'est un type de cancer parce que toutes les cellules du sang viennent de la moelle osseuse, sont produites par différents types de cellules souches dans la moelle osseuse. OK. Et donc, si la source des cellules cancéreuses sont dans la moelle osseuse, c'est là qui se trouvent les cellules cancéreuses de base. Donc, on peut éliminer la moelle osseuse au complet. Okay? On va utiliser une grande quantité de radiation. Et ça s'appelle une total body radiation. OK. Donc, on va venir éliminer, on utilise souvent des rayons gamma. OK.
pour éliminer complètement les cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse. souche de la moelle osseuse. Donc, on élimine tous les cellules souches de la moelle osseuse et on les remplace par des cellules saines. Et c'est là qu'on parle d'un greffe. Donc, on élimine les cellules de la moelle osseuse et on les remplace avec des cellules de la moelle osseuse saines. OK. Et donc, elles vont se reproduire, elles vont produire des cellules sanguines Saine. saines. Puis, quand on parlait de chimiothérapie, je sais que des fois, tu sais, mettons, on fait un traitement de chimiothérapie, le cancer s'en va, on est en rémission, puis le cancer revient. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser le même traitement? Parce que les cellules ont survécu. Quand on pense au cancer, c'est vraiment une course darwinienne pour la survie. Okay? C'est une sélection darwinienne. OK. Donc, quand on a un cancer et on applique une chimiothérapie, donc, on a une pression sélective dans les cellules du cancer. Il faut aussi dire que les cellules à l'intérieur d'une même masse de cellules cancéreuses, ce n'est pas toutes les cellules cancéreuses qui sont égales. Il y a beaucoup de variations à l'intérieur d'une tumeur. Okay? Parce qu'il y a une grande instabilité génétique dont les cellules vont commencer à diverger. Et quand on applique une pression sélective, comme la chimiothérapie, on risque d'éliminer la plupart des cellules, mais on va sélectionner pour les cellules qui sont résistantes à ce traitement. Par exemple, il y a tantôt, je disais que sont des composés, la chimiothérapie est faite par des composés qui sont des cytotoxiques. Il y a beaucoup de drogues dans une chimiothérapie, il y a beaucoup de types différents de médicaments qu'on utilise dans la chimiothérapie. Et donc, c'est parce qu'il y a une cellule, ça arrive, qu'il y a une cellule qui va activer un mécanisme pour éliminer plus facilement les composés toxiques. Donc, il absorbe, mais il élimine. Il peut activer une pompe pour sortir. OK. Donc, si les cellules survivent à la ronde de chimiothérapie, c'est parce qu'il a développé un mécanisme pour résister à cette toxine. Puis là, il va rebâtir comme toute une tumeur à partir de peu de cellules parce que justement, il se divise si vite que ça. Donc, c'est ça. S'il a survécu, c'est parce qu'il est devenu résistant. OK. Puis là, on ne peut pas attaquer avec la même technique parce que ça ne sert à rien. Comme les antibiotiques, dans le fond. C'est la même chose. OK. C'est une pression sélective. Mais je suppose que c'est pas n'importe quel composé qui s'utilise en chimiothérapie pour n'importe quel cancer. Là. Non, il y a beaucoup de mécanismes différents qu'on exploite. Et il y a beaucoup de médicaments que tu peux combiner aussi. Mais je veux dire, tu sais, je sais que, par exemple, il y a pas... on peut pas essayer 7 fois de battre le même cancer parce qu'on n'aura pas assez de médicaments pour faire 7 shots de chimiothérapie différentes. Là. Non, si ça dépend à quel point, combien de temps ça prend au tumeur pour revenir dangereux. Mais une chimiothérapie, c'est un traitement qui est assez toxique et assez taxant dans l'individu. Donc, cette round de chimiothérapie, ça commence à être agressif dans l'organisme. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont survivre à cette round de chimiothérapie. Non, mais mettons, souvent, ce qui arrive, c'est que c'est pas nécessairement instantanément. Là. Ça peut revenir une année, 2 années plus tard. Là. C'est ça, ça dépend de combien de temps ça prend à revenir. Mais c'est quand même toxique. Il y a toujours des séquelles qui restent après une chimiothérapie. Ouais, ben, ça l'attaque toutes tes cellules, pas juste tes cellules cancéreuses. Là. Fait que c'est sûr que les autres cellules doivent pas être contentes en attendant. Là. Mais c'est quand même intense que notre solution, ça soit de envoyer des toxines. Là. Il n'y aurait pas des traitements qui se développent pour qu'on puisse faire des alternatives un peu moins agressives? C'est une bonne question parce que ça touche plus mon sujet de recherche. Ah ouais? Ouais, parce que tantôt je parlais de cytokines, ce sont les molécules qui sont les messagers du système immunitaire. Il envoie entre autres des signaux de mort cellulaire. Et il y a beaucoup de cytokines, ok? Et toutes les cytokines, dans un cas d'inflammation contre le cancer de cerveau par exemple, il y a beaucoup de ces cytokines qui sont sécrétées en même temps, autant par les cellules immunitaires que par les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses ils vont aussi sécréter des cytokines pour réguler l'inflammation, comme je disais tantôt. Mais il y a aussi les cellules saines autour du cancer qui sécrètent aussi des cytokines. Et ils vont tous se parler, ce sont des messages, ok? Et donc, les cellules, ces messages vont tous se parler entre eux. Est-ce que ça, c'est des protéines aussi? Oui. Ok, c'est bon. Ce sont des molécules organiques. Ok.
Donc, Tout le monde sécrète des cytokines. tout le monde sécrète des cytokines et il y a beaucoup de signaux qui sont présents en même temps. Donc, pour la plupart du temps, on a regardé c'est quoi qui passe seulement quand on met une cytokine à la fois, ok? Il y a un signal à la fois. Donc, on a les cellules de cancer du sein, on met le TNF-alpha, le tumor necrosis factor alpha, que c'est une cytokine qui induit la mort cellulaire. Et on voit c'est quoi qui passe. Mais dans un vrai cas de cancer, tu ne vas jamais avoir seulement le TNF-alpha, ok? Donc, même si tu as la signal du TNF-alpha qui est actif, il faut voir c'est quoi les autres signaux qui sont autour du TNF-alpha. Donc, ce que j'ai fait, c'est regarder de plusieurs combinaisons, plus d'une centaine de combinaisons de différentes cytokines pour voir comment ils se parlent. Donc, quand on a un signal de mort cellulaire, qui est par exemple guidé par le TNF-alpha, on pourrait trouver des autres signaux qui vont augmenter, ce signal de mort cellulaire, donc on appelle une synergie. Donc, si on arrive à trouver, par exemple, une combinaison de cytokines qui induit une synergie puissante pour une signalisation de mort cellulaire, donc on pourrait utiliser cette combinaison, ce message qui est naturel d'une certaine façon, parce que sont des cytokines, pour induire la mort cellulaire. Fait qu'on pourrait injecter des Par cytokines. Exemple, une combinaison de cytokines. Mais ça va-tu vraiment être, mettons, cibler la mort cellulaire du bon type cellulaire ou ça risque de cibler la mort cellulaire de comme toutes les cellules? Ça c'est une bonne question. Ça dépend. Il faudrait le tester. OK, parce qu'on ne sait pas encore. Parce que le TNF-alpha, c'est comme... C'est rough, là. Ouais. Fait que si je mets du TNF-alpha, je pense que n'importe où je le mets, ça meurt. Non, c'est ça. Il faudrait qu'il soit ciblé d'une façon. Par exemple, si tu l'injectes, on va l'injecter plutôt dans le tumeur. Ça, là, on parle plus... il faudrait regarder vraiment des essais in vivo en souris. Mais ça, il faudrait que tu les places où il faut. Mais par exemple, si on trouve une combinaison qui vient vraiment augmenter beaucoup la puissance du TNF-alpha, on pourrait mettre très, très, très peu de TNF-alpha, mais mettre plus beaucoup de cytokines qui sont moins agressifs pour augmenter la puissance du TNF-alpha. Puis là, est-ce que, le random comme ça, mais est-ce que tu as trouvé des choses qui semblaient intéressantes ou? Oui. Okay. Oui, j'ai trouvé 2 combinaisons. Qui sont pas si pires. Oui, sont pas si pires. Il y a une qui a une activité semblable à une combinaison qui contient TNF-alpha, mais sans TNF-alpha. OK, fait que c'est comme moins... c'est moins rough, déjà. Ça décape moins fort. Oui, en fait, le TNF-alpha comme tel, il avait déjà été testé comme thérapie clinique contre le cancer. Genre injecté direct, là? Oui. Mais le problème, c'est que le TNF-alpha est très inflammatoire. Ouais. Donc, même une petite quantité, ça, c'était le problème, c'était que la quantité de TNF-alpha qu'on avait besoin pour induire une mort cellulaire d'un cancer. Une super forte inflammation aussi qu'on voulait pas. Ah, puis là, si t'en mets pas assez, là, t'induis juste l'inflammation, puis on veut pas parce que c'est déjà inflammé parce que c'est un cancer. Et tu mets pas assez, donc ça, tu tues pas les cellules cancéreuses. Donc, si on trouve une façon comme d'avoir la même signal de TNF-alpha, mais avec beaucoup moins de TNF-alpha. Puis moins d'inflammation. Ça pourrait être mieux. OK. Intéressant. Bon, je pense que c'est quand même une bonne façon pour terminer l'épisode. Il y a beaucoup de recherches qui se fait, puis justement, on essaie de rendre ça moins agressif parce que les traitements, comme qu'on a vu, sont quand même rough là, pour traiter les cancers en général, là, à part si t'es capable de l'enlever localement, là, mais encore là, on veut pas le répandre. Là. Merci, Georges, d'être venu nous parler du cancer. C'était vraiment très instructif, intéressant. On va te souhaiter bonne chance dans tes études. Merci parce que Méliane. C'est important qu'on trouve des solutions pour régler ça parce que ça affecte beaucoup de gens, le cancer, quand même. Mais merci, tout le monde. Puis, je vous encourage aussi, parlant de cancer et de greffe de cellules souches, plutôt, si vous voulez vous inscrire au registre pour... le EMA Québec, là, parce qu'ils cherchent toujours des donneurs. On sait jamais avec qui tu peux être matché. Hein. Si jamais, mettons, ton meilleur ami a besoin d'une greffe de cellules souches, mais que toi, tu peux pas, ça serait le fun que quelqu'un puisse le faire parce que, mettons, toi, tu voudrais le faire, mais tu peux pas. On peut switcher le rôle avec quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est quand même intéressant comme option. Là. Puis aussi donner du sang. C'est important d'aller donner du sang pour sauver les gens parce que ça aussi, toutes ces opérations-là de cancer, je sais que ça, des ablations, des traitements, des greffes de cellules souches, ça prend beaucoup de sang. Fait que c'est important d'aller donner du sang
à Emma Québec si vous pouvez, si vous n'êtes pas trop peur. Le balado que tu t'apprêtes à écouter